Nous allons maintenant passer à l'interview d'une éducatrice de CESAD. Voilà, alors il s'agit d'une éducatrice de CESAD qui travaille dans la région de l'Hérault et qui intervient en classe et à la maison auprès d'enfants essentiellement autistes, puisque ce CESAD a une quinzaine, je pense, d'enfants à profil TED. Donc je vous laisse voir cette interview qui dure une quinzaine de minutes. Bonjour Anne. Bonjour. Je vous remercie de bien vouloir faire cette interview pour Canal Autisme et dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et votre fonction aussi. D'accord, donc Anne Le Thor, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille dans un CESAD spécialisé pour des enfants atteints de troubles envahissants du développement. Alors moi j'ai commencé, c'est un service qui est géré par la Croix-Rouge française, qui a un IME sur Solène et le CESAD qui est maintenant sur Bougeant. On a commencé avec un CESAD à 5 places. Donc j'étais sur un temps partiel IME, sur une unité d'accueil spécifique pour les enfants autistes et sur le CESAD, 5 places, là où il y avait des places polyhandicap et autisme. C'est comme ça. Donc j'ai une formation d'éducatrice généraliste, mais après j'ai fait de mon propre chef le DU autisme à Toulouse avec le professeur Roger, que j'ai complété depuis mon arrivée à la Croix-Rouge par le DU autisme Montpellier. Il y a eu un plan de formation d'une quinzaine d'années par la Croix-Rouge pour tous les professionnels du CESAD qui interviennent et de l'IME spécifiquement autisme avec des organismes de type des formations, plus les participations aux différents colloques, Autisme France, Sésame Autisme. On a une grande possibilité de réactualisation de nos connaissances et de compléter notre palette d'outils, on va dire, d'une certaine façon. J'aimerais savoir de quelle façon vous participez à la scolarisation de l'enfant autiste au niveau de son inclusion scolaire à l'école, alors que ce soit avec les familles, donc les parents, avec l'enseignant de la classe, le directeur de l'école, et aussi ensuite quelles sont vos participations aux équipes de suivi de la scolarisation. D'accord, bon, c'est déjà assez vaste. Alors on a quand même une trame, on travaille, c'est ça, donc à domicile beaucoup. Donc surtout quand on commence avec des petits, il y a tout un travail à domicile de préparation qui se fait avec les parents, avec l'enfant, pour déjà nous présenter, faire un peu connaissance, établir un lien avec la famille, avec les enfants, et préparer cette scolarisation quand on a la chance de commencer avec des très jeunes enfants, tout simplement des petits apprentissages de posture d'élève, entre guillemets, tenir un peu assis, accepter d'attendre un petit peu, avoir une petite trousse de survie, comme on dit, à savoir demander de l'aide, demander une pause, exprimer, alors visuel, enfin oralement pour ceux qui peuvent, mais toujours avec des supports visuels pour qu'ils puissent être un peu armés pour se débrouiller dans ce nouveau lieu, cette nouvelle école. Donc là, les parents sont très, très acteurs du projet, bien évidemment, puisque ce sont leurs enfants. Hein. Donc au niveau des écoles proprement dites, il y a des contacts téléphoniques pour pré-présentation, on va dire. On demande très rapidement à rencontrer les directions, bien évidemment, pour présenter le CESAD. Ça peut être le psychomotricien, l'éducatrice, mais aussi la chef de service. Ça se répartit en fonction un petit peu des possibilités de chacun. Ensuite, on se présente plus particulièrement auprès de l'instituteur ou professeur qui recevra l'enfant, et ainsi qu'après l'instituteur et la VSI quand ils sont nommés. Voilà, c'est des rencontres qu'on fait. On essaye au maximum de les faire avant la rentrée de l'enfant pour parler un peu de l'autisme dans ses grands traits génériques, pour conseiller aussi le livret de référence de l'éducation nationale. De plus en plus, ils en sont équipés, mais quand ils ne sont pas, on amène le livret, qu'on en photocopie en plusieurs exemplaires, mais aussi pour bien présenter les spécificités de cet enfant-là qui sera accueilli. Sans rentrer bien sûr dans ce qui est du secret médical, mais vraiment les points forts de l'enfant, sur quoi on va s'appuyer, les petites choses à éviter. Si c'est un enfant qui est hypersensible au bruit, on va essayer de trouver la place qui lui conviendra le mieux dans la classe. Si c'est un enfant qui est très sensible à la lumière, on essaiera toujours aussi de préparer un petit endroit un peu protégé.
tous ces toutes ces adaptations de l'environnement. Donc en amont, vous préparez vraiment avec l'équipe maximum. pédagogique avant l'entrée de avant l'enfant la en classe. rentrée proprement dit. D'accord. Et une fois que l'enfant est en classe, suit la classe, donc vous intervenez de quelle façon, sous quelle périodicité dans les classes? Ça, encore une fois, ça dépend du projet de l'enfant et de son profil. On essaye au maximum quand même de faire, au niveau éducateur, 2 interventions par semaine, surtout sur les petits, parce que c'est là que beaucoup de choses vont se jouer, mais après c'est vraiment adapté. Pour certains, avec qui ça va vite fonctionner, qui vont vite prendre l'habitude, avec une AVSI, une institutrice, qui vont bien prendre le fonctionnement de l'enfant, peut-être on pourra passer à 1 semaine. On reste quand même très souvent à 2, mais on peut aussi passer de temps en temps à 3 ou 4, quand il faut faire des adaptations spécifiques, parce qu'il y a plus de troubles de comportement sur une période, où il y a un passage un peu délicat. Donc c'est vraiment en fonction des besoins de l'enfant que vous adaptez vos présences. Et donc comment ça se passe, vos présences? Vous venez sur le lieu de classe, vous participez à la vie de classe avec l'enfant? Oui. Alors ça aussi, ça peut être variable. Donc, nous, en tant qu'éduc, on est quand même beaucoup dans la classe avec l'institutrice et la VSI, ou sans la VSI quand il n'y a pas assez d'heures. Donc sur la vie de classe, on essaye de faire sur des temps plus repérés, du type les temps de regroupement qui sont souvent plus difficiles pour les enfants, ou pour ceux qui sont dans des apprentissages scolaires, lecture, on n'est pas professeur, hein, c'est pas nous, mais on va être là plus peut-être pour adapter les outils, ou pour expliquer comment cet enfant-là va peut-être mieux comprendre telle donnée, tel apprentissage. Donc ça on le fait, mais on peut être aussi sur un temps de récréation pour un enfant. Généralement ils ont quand même du mal à être dans des relations sociales avec leur père, donc on est là pour aider un petit peu à apprendre à rentrer en relation, à jouer, à discuter pour les plus grands, à expliquer certains comportements socialement adaptés quand on arrive sur des collèges, ou même CM1, CM2, collège et lycée. Ça peut être sur un temps de cantine, comme pour les enfants qui ont besoin, ou dans le projet, d'arriver à manger à la cantine en autonomie un jour ou l'autre, parce qu'on vise aussi ceux qui vont arriver sur les collèges avec des selfs ou des choses comme ça, qui sont aussi travaillés à l'extérieur, mais on vient le faire dans le milieu scolaire. Voilà, et vous suivez des enfants jusqu'à quel âge alors? Alors le CESAD, nous c'est un 2 ans pour des diagnostics, 18 ans. Jusqu'à 18 ans, donc vous avez des grands, vous en suivez des grands? Alors moi plus, parce que je commence avec des jeunes. Donc au bout de 10-12 ans, c'est quand même pas mal qui voient aussi d'autres éducateurs, d'autres psychologues. Mais sinon au niveau du CESAD, vous avez des collègues qui suivent des grands au collège? On en a un qui passe son bac cette année. L'autre qui finit sa seconde. L'année prochaine, on a 2 entrées en 6e. Là, il va y avoir des entrées. Moi, je vais avoir des petits qui vont faire des rentrées en grande section et surtout en CP. L'accueil dans les écoles, ça se passe bien? Alors moi, je commence à être une éducatrice un petit peu plus âgée que mes collègues, donc c'est vrai que j'ai vu toute l'évolution se faire. Il y a une évolution très très positive. Ça, on doit dire que nous, sur le secteur du Biterrois et aux alentours, on n'a pas de soucis majeurs. Déjà, on a quand même une petite expérience, on est repéré, on est connu, on a suivi des petits qui sont devenus un peu grands, d'autres arrivent derrière, donc le terrain est préparé, et on sent bien qu'il y a une ouverture qui se fait quand même très positive et de plus en plus. Et vous sentez que les enseignants utilisent vos supports après pour l'enfant en classe, se les approprient pour en créer d'autres? Non, c'est toujours vous qui créez les supports ou les adaptations? Oui. Quand même encore en grande majeure partie, mais c'est surtout lié à un manque de temps. Parce qu'ils ont leur classe, ils n'ont pas que cet enfant autiste, il y a d'autres enfants qui vont être en difficulté d'apprentissage. Donc on a quand même des temps d'échange, mais c'est vrai qu'ils vont nous donner un peu le programme, nous dire bon, la semaine prochaine, attention, on va avoir telle notion, ce qui nous laisse un peu de temps pour préparer. On propose, on montre, si ça convient, ça se diffuse. Mais d'un enfant sur l'autre, quand on commence avec un petit qui va passer après sur un CP, CM1, CM2, que cet enseignant-là va recevoir un nouveau petit, tout de suite les outils ressortent, c'est remis en place immédiatement. Voilà. À la pratique, il faut pratiquer. C'est vrai qu'on vient expliquer le pourquoi de l'emploi du temps, le pourquoi de la table. Alors on nous regarde parfois avec des grands yeux, parce que c'est un petit peu particulier quand même, mais dès que c'est mis en pratique et que les enseignantes et les AVSI voient comment ça fonctionne,
ben, on ne va pas se casser la tête plus longtemps que ça, quoi. On va faire ce qui est bien pour l'enfant. Oui. Donc le fait de le voir, en fait, les c'est enseignants, la indispensable. VSI, le fait de vous voir agir avec l'enfant, Oui. finalement, vous sentez qu'elles comprennent beaucoup mieux Tout à fait. comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place. Une explication orale ne serait pas suffisante. Ça n'est pas suffisante. On l'a expérimenté, on l'a bien vu. Et puis il y a aussi au niveau du domaine du comportement. Très souvent, les AVSI ne sont pas formés, les institutrices ou instituteurs, pas forcément, pas non plus, il faut bien le dire. Et par rapport aux troubles de comportement qu'il peut y avoir, on a souvent des personnes qui ont peur de mal faire. C'est pas qu'elles n'ont pas envie de faire, mais elles ont peur simplement de dire non, par exemple, parce qu'il va peut-être y avoir une crise. Et c'est vrai que de nous voir, nous positionner en disant « bah non, tu montes pas sur la table, tu fais une crise, on attend », arriver à poser des règles de vie, Tout à fait, oui. ça les rassure, et puis donc elles peuvent le faire, elles se rendent compte que ce petit bonhomme-là ou cette petite fille va pas s'effondrer, va pas non plus devenir ingérable. Il va y avoir des moments difficiles, on le sait tous, pas pour tous les enfants heureusement, enfin, ça peut arriver, mais après ça fait vraiment une cohésion d'équipe. Et même au niveau du groupe classe et au niveau des instituteurs autour, les choses se transmettent. Et ça fait, c'est porteur pour les enfants. Et donc, pour les autres enfants. Ah oui, ça c'est une certitude. Et quand ça se passe bien, petit à petit, vous vous effacez. Voilà. Vous venez plus qu'une fois par semaine, si vraiment ça se passe bien. Si vraiment ça se passe bien, bien plus qu'une fois par semaine, ce qui nous permet d'aller de plus longtemps pour un où c'est un petit peu moins bien. Voilà. Et alors pour en revenir aux équipes de suivi de la scolarisation, donc quand vous êtes sûrement invité à participer aux équipes de suivi de la scolarisation, donc vous avez la parole pour vos... Oui. Déjà on y va en équipe. Oui. C'est vraiment le CESAD qui est représenté, donc c'est la chef de service, parfois le psychologue, parfois le pédopsychiatre, là ça dépend des situations, le psychomotricien très fréquemment et l'éducateur quasiment systématiquement. Après ça dépend un peu de notre charge de travail, mais il y a minimum 2 à 3 représentants du CESAD. D'accord. Vous avez votre parole, vous avez une écoute au niveau des personnels, un partage finalement, très bonne complémentarité. Très bonne circulation de parole pour les orthophonistes, pour l'instituteur évidemment, pour la VSI aussi, vraiment chaque temps est bien respecté. Des fois 1 heure c'est un peu court, donc on est obligé de faire synthétique. Mais comme on voit l'instituteur très régulièrement, toutes les semaines, qu'on peut avoir des réunions techniques sans forcément l'enseignant référent sur des points très particuliers d'adaptation ou modification, ou des apprentissages, et que les parents sont aussi informés régulièrement, puisqu'on va régulièrement à domicile, les données se croisent et on peut parler de partenariat maintenant. Contrairement à ce que j'ai pu connaître en début de carrière, où il fallait ramer, il fallait y aller. Alors c'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'était peut-être un peu compliqué en tant qu'éducatrice spécialisée par rapport à une institutrice, qui elle est quand même la référente de la pédagogie, de son programme, de venir dire pour tel enfant, peut-être qu'il faut adapter ça ou ça. Donc ça demande un peu de diplomatie, mais encore une fois en construisant les outils ensemble, en expliquant pourquoi on met une image visuelle là, pourquoi on sépare la consigne en 2, pourquoi on va cacher une information, on va en laisser qu'une vise. Là, on est sur une forme de pédagogie, mais spécialisée autisme. Et comme ça, non, à 99% ça se passe très bien. Et puis ce que nous disent souvent les instituts, c'est que leurs autres enfants qui peuvent avoir des petites difficultés différentes, eux ils s'emparent de ces outils-là, où ils viennent la demander. Pourquoi moi j'ai pas un emploi du temps pour moi tout seul, pourquoi j'ai pas trop auparavant, pourquoi, donc après les outils se baladent dans la classe et ça met une dynamique particulière dans la classe qui est très enrichissante pour tout le monde. Alors s'il y avait un point en particulier que vous souhaiteriez voir amélioré pour l'enfant autiste à l'école, pour favoriser sa scolarisation et son inclusion? Alors là, ça va être un peu un idéal, on va dire, pour les petits qui commencent. C'est vrai que rentrer dans une classe à 20, 22, 23, c'est quand même, on leur demande un gros effort. Donc si on pouvait, à moyen long terme, l'éducation nationale proposer des classes de plus petit effectif pour commencer à travailler sur les postures d'élèves, les petits apprentissages. Notamment quand il y a un enfant qui a une situation de handicap, et en particulier un enfant autiste. Tout à fait. Voilà. Oui, parce que c'est quand même leur grosse difficulté, la socialisation.
C'est souvent des enfants le gros groupe, qui ont des troubles sensoriels qui ne sont pas forcément repérables si facilement que ça, mais qui peuvent déclencher des gros troubles de comportement. Mais ça veut dire aussi beaucoup de souffrance. Donc pour éviter tout ça, davantage de temps de scolarisation, mais dans une école qui s'adapterait, alors ça va être une histoire de moyens, hein, mais surtout sur les petites classes et progressivement augmenter. Alors davantage de temps de scolarisation, donc ça oui on n'en avait pas parlé parce que les enfants que vous suivez ont des temps de scolarisation approximativement. C'est vrai que comme on est assez présent, on arrive assez rapidement à les scolariser, on essaye pour les entrées en maternelle, sauf quand on a un enfant avec un profil très déficitaire, ou là on peut être sur 1h30 matinée avec accompagnement CESAD plus AVSI. Mais très rapidement, on essaye d'augmenter pour essayer d'obtenir les matinées. Et c'est vrai que si l'enfant, on a le projet avec les parents d'aller sur la grande section, voir le CP, on va très vite partir sur l'accompagnement sur un temps complet scolaire de demande. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette interview. Ça a été un plaisir, j'espère. Alors j'oubliais en début de cette présentation donc de vous rappeler que le CESAD, pour ceux qui ne le savent pas, donc le CESAD, service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Donc vous avez pu apprécier cette interview. Je retiendrai vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que l'éducatrice a bien dit que maintenant, quand elle va dans les écoles, on peut parler de partenariat. Il y a un réel partenariat avec les enseignants, avec les AVS, avec le directeur, et que lorsqu'elle arrive dans une école et qu'elle se présente, d'emblée, le travail se fait, l'acceptation est là, l'éducatrice peut vraiment aider l'enseignant à la scolarisation de cet enfant. Le travail de préparation à domicile fait par l'éducatrice est effectivement très intéressant à voir et on en reparlera aussi tout à l'heure parce qu'il s'agit quand même de faire des passerelles quand l'enfant est tout jeune entre la crèche et l'école maternelle. On ne va pas propulser l'enfant comme ça du jour au lendemain à l'école maternelle. C'est un travail qui peut se faire tout à fait en amont. Et lorsque l'enfant a une prise en charge CESAD, donc l'éducatrice de CESAD peut effectivement faire cette passerelle entre la crèche et l'école maternelle, entre le domicile et l'école maternelle. C'est là aussi toute sa fonction et son rôle. Ensuite, on voit bien que les relations entre l'éducatrice de CESAD et les équipes enseignantes, mais comme elle le décline, elles sont très bonnes. Les enseignantes même et les enseignants, mais on a plus d'enseignantes en l'école maternelle, comme elle me le disait, sont vraiment très à l'écoute, très en demande de cette éducatrice qui vient leur donner des pistes de travail, des pistes pour fabriquer des supports adaptés parce qu'elles sont parfois un peu démunies, elles ne sont pas formées. Donc, dans tout l'aspect discussion que j'ai pu avoir avec cette éducatrice aussi en amont avant l'interview, elle m'a vraiment décliné tout cet intérêt qu'ont les enseignants pour le travail de l'éducateur et qui l'acceptent en général à porte ouverte dans l'école et dans la classe. Donc, tout est dit, je pense, dans cette interview. Je reviendrai tout de même sur les points à améliorer qu'a souligné l'éducatrice de CESAD. Donc, c'était de pouvoir, au niveau des classes maternelles, notamment en petite section, proposer des classes à pas trop gros effectifs pour cet enfant en particulier, que ça se passerait peut-être mieux pour lui, ça serait peut-être un peu plus simple en primo-inclusion. Maintenant, voilà, pour parler du temps de scolarisation, j'ai trouvé aussi très pertinent ce qu'elle décline, c'est que le temps de scolarisation n'est pas figé. Voilà, on a l'impression qu'en équipe de suivi de la scolarisation, on va décider que 5 heures de scolarisation, 10 heures de scolarisation, 12 heures, enfin, tout ce qu'on a pu lire sur le questionnaire que je vous ai montré en première partie. Eh bien, ce que propose l'éducatrice, c'est un temps de scolarisation qui s'augmente petit à petit. Donc, elle dit bien, on commence par 1h30, puis on va passer à 2 heures, à 3 heures. Mais le but, c'est d'arriver déjà minimum à une scolarisation de tous les matins et de tendre vers une scolarisation de toute la journée, voilà, d'un temps
complet. Donc ça, c'est vraiment clairement dit et identifié au niveau de la volonté qu'ont les éducateurs et les équipes de CESAD au niveau de la scolarisation et de l'inclusion. Je reviendrai un petit peu aussi sur, on en a très peu parlé dans l'interview, mais malgré tout, l'éducatrice me soulignait à quel point lorsque l'enfant grandit, et notamment lorsqu'on est sur la passerelle école élémentaire, collège, l'enfant, et qu'on prépare aussi de la même façon cette entrée au collège, la pré-rentrée, tout ça, et bien finalement, elle a remarqué que les enfants, lorsqu'ils arrivent au collège, et bien souvent, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'il y a un emploi du temps très cadré, très structuré, avec des matières. Bon, on le sait comment ça fonctionne au niveau du collège, 1 heure de français, 1 heure de mathématiques. Et du coup, ce qui est pertinent, ce qui est vraiment à savoir, c'est que si on part du collège et qu'on le redécline plus en amont vers, par exemple, le CP ou l'école élémentaire, c'est que cet enfant, il a besoin de ce cadre. Il a besoin de savoir que il va commencer à 8h30, il va avoir le regroupement 1 demi-heure, puis 1 heure de français ou 3/4 d'heure. Voilà, et c'est vraiment pertinent de savoir que ce qui a servi au collège, on peut peut-être aussi le décliner en école élémentaire ou en école maternelle. De même que ce qui sert en école maternelle, il faut l'entendre et le savoir pour pouvoir le décliner et que ça puisse servir aussi à l'école élémentaire et voire au collège, voire au lycée, bien sûr.